distinction entre les genres au théâtre est facile à opérer. Quand le rideau se lève, la question est « baiseront-ils » ? S'ils baisent, c'est une comédie. S'ils ne baisent pas, c'est une tragédie. Dans un livre, j'ai lu que les deux premiers best-sellers de l'histoire occidentale sont l'Iliade et l'Odyssée. Vers 530 avant Jésus-Christ, Athènes voit l'apparition d'un marché inédit. Le marché libre du livre, un lieu où les rouleaux de papyrus, écrits à la main, sont spécialement destinés à la vente. C'est à Pisistrate que l'on doit ce salon du livre avant l'heure. Pisistrate est le premier éditeur d'Homère, puisqu'il fait venir les rouleaux d'Égypte, indispensables à son projet, et qu'il achète de nombreux esclaves, instruits, à qui il fait dicter le texte. Grâce à Pisistrate, l'Iliade et l'Odyssée nous accompagnent depuis 2500 ans. Au XIXe siècle, l'Odyssée participe également au développement industriel. À l'époque, les villes sont toujours plus bruyantes. Les roues du tram, le martèlement des usines, le sifflement des machines à vapeur fatiguent les oreilles des citadins. Une nuit d'insomnie, le pharmacien berlinois Maximilian Necwer se souvient du passage dans lequel Ulysse protège ses marins en leur ordonnant de se boucher les oreilles avec de la cire. Le lendemain matin, Maximilian Necwer invente le bouchon Oropax. Ces 15 dernières années, le New York Times a fait 532 fois référence à l'Iliade, ce qui correspond à une moyenne de 2 articles par mois mentionnant l'épopée d'Homère. Aux États-Unis, la guerre de Troie s'est hissée au rang de référence absolue en matière de guerre. Les journalistes américains lisent les conflits en Bosnie, en Irak, en Afghanistan, à l'aune des duels ayant opposé Achille à Hector, Paris à Ménélas et Priam à Agamemnon. Un peu comme si, nous, aujourd'hui, on essayait de comprendre les guerres de Charlemagne à partir des contes africains du Mali. Dans un livre, j'ai lu que Victor Hugo s'est exilé pendant 15 ans sur l'île de Guernesey pour échapper à la fureur de Napoléon III, qui n'avait pas du tout apprécié d'être ridiculisé dans le pamphlet Napoléon le Petit. Sur Guernesey, Victor Hugo est frappé de plein fouet par la vague de spiritisme qui déferle sur l'Europe. Faisant tourner les tables, Hugo entre d'abord en communication avec Léopoldine, sa fille noyée 10 ans plus tôt. La semaine suivante, à sa grande stupéfaction, l'esprit de Napoléon III surgit dans son salon. L'empereur avoue en tremblant qu'il craint Victor Hugo et que son pamphlet est terrible. La semaine suivante, c'est carrément l'âme de Napoléon Bonaparte qui surgit. Bonaparte maudit son neveu, Napoléon III, et soutient l'écrivain dans son combat littéraire et politique. Ensuite, soir après soir, tous les collègues de Hugo débarquent. D'abord Chateaubriand, mort 5 ans plus tôt, mais qui avoue avoir eu beaucoup de plaisir à la lecture de Napoléon le Petit. Puis Dante, Eschyle, Sophocle, Molière, Cervantes. Quant à William Shakespeare, non seulement il avoue à Hugo la supériorité de la langue française sur l'anglais, mais en plus, il dicte à Hugo 3 longs poèmes en alexandrin français. Dans un livre, j'ai lu que parfois les écrivains sont des légendes de leur vivant. En 1881, un décret de la ville de Paris donne le nom de Victor Hugo à l'avenue où habite l'écrivain depuis son retour d'exil. Si bien que durant les dernières années de sa vie, on pouvait lui écrire à l'adresse suivante. Victor Hugo, dans sa rue, Paris. À propos de lettres,
On dit que Juliette Drouet, sa maîtresse pendant 50 ans, lui a écrit 22 000 lettres. Victor Hugo, pour sa part, 350. Alors, je sais ce que vous allez dire. Les hommes ne savent pas verbaliser ni dire « je ». Eh bien non. Parce que dans un livre, j'ai lu qu'un jeune homme de Taipei, capitale de Taïwan, a écrit 700 lettres d'amour à sa petite amie pour lui demander sa main. Comment croyez-vous que l'histoire se termine? La jeune fille a épousé le facteur. Dans un livre, j'ai lu une mise en garde d'un professeur de littérature à ses jeunes étudiants. Si vous croyez avoir inventé quelque chose, c'est que vous n'avez pas encore assez lu. Il disait aussi, méfiez-vous des vieilles figures de style. Victor Hugo, par exemple, recourait fréquemment à l'oxymore, cette figure qui consiste à marier deux termes opposés, comme un affreux soleil noir d'où rayonne la nuit. Eh bien, Victor Hugo était loin de se douter qu'un siècle plus tard, l'oxymore servirait les discours de propagande, en conciliant l'inconciliable. Ainsi sont nées les guerres propres, nos frappes chirurgicales et le délicieux syndicat des patrons. Dans un livre, j'ai lu que certains groupes de lettres valent de l'or. En 2006, une entreprise américaine achète sex.com pour 12,5 millions de dollars. L'année suivante, c'est porn.com qui est acquis pour 9,5 millions de dollars. Au fait, combien vaut métaphore.com? 2 €? Dans un livre, j'ai lu qu'il existe un point commun entre Jean-Baptiste Clément, Jean-Paul Sartre, Boris Vian, Raymond Queneau, Robert Desnos, Jacques Prévert, Henri Gougaud, Marie Nimier, Jean Rouault, Pierre Segers, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour, Charles Trenet, Jacques Brel, Léo Ferré, Miossec, Benjamin Biolay et le scénariste Jean-Claude Carrière. Ils ont tous écrit une chanson qui a fini dans la bouche de Juliette Gréco. Si tu t'imagines, fillette, si tu t'imagines que ça va durer toujours la saison, mais à la saison, les amours, ce que tu te bourres, fillette, ce que tu te bourres. Quand on sait que Boris Vian est mort en 1959, que Benjamin Biolay lui a écrit une chanson en 2003 et qu'elle est toujours en vie, quel est l'âge de Juliette Gréco? Dans un livre, j'ai lu qu'il existe 5193 mots d'origine française dans la langue turque et que 3222 mots sont identiques en anglais et en français. Un turc et un anglais sont des Français qui s'ignorent. D'ailleurs, en 1551, le théologien helvétique Joshua Mahler, auteur du premier dictionnaire allemand-latin, refuse catégoriquement d'apprendre l'anglais durant son séjour à Londres. Parlé aux confins nord-ouest du continent, sur une île qui plus est, considérée comme inférieure à cause de ses emprunts, l'anglais a été jugé secondaire par toute l'Europe pendant des siècles. Dans un livre, j'ai lu que l'étymologie de email est un voyage. Tout commence avec la malle-poste. Gros bahut fixé sur la diligence postale et emportant le courrier sur les routes poudreuses et au milieu des montagnes escarpées. La malle-poste arrive aux États-Unis au 19e. Là, elle est baptisée mail. Un siècle plus tard, avec l'arrivée du courrier électronique, le mail devient email.
Autrement dit, la Malposte est revenue à son expéditeur français sous la forme d'un email. Quant au mot indien canoë, il est arrivé en Europe grâce aux Espagnols. En somme, canoë a voyagé en caravelle. Dans Don Quichotte de Cervantes, j'ai lu qu'il y a autant de lettres dans un oui que dans un non. Alors bon, c'est vrai pour l'espagnol, et aussi pour l'italien, et le français. Finalement, les langues se divisent en deux catégories. Celles dans lesquelles il y a autant de lettres dans un oui que dans un non, et les autres. En anglais, il faut 3 lettres pour un yes et 2 pour un no. C'est pour ça que les Anglais sont optimistes. L'anglais est plus fort. En allemand, il faut 2 fois plus de lettres pour un nein que pour un ja. C'est pour ça que les Allemands sont tous des Neinsager. Dans un livre, j'ai lu qu'il est bien dommage que l'aventure de la tour de Babel ait entraîné la confusion des langues. Sans ça, tout le monde aurait parlé français. Ce magistral regret est rapporté par Voltaire, qui l'aurait entendu dans une conversation à la cour. À l'époque, il existait 36 dialectes différents dans le royaume de France. Chaque jour, dans les rues de Paris, cohabitaient 36 langues françaises. Aujourd'hui, on ne parle plus qu'une seule langue française. Alors, où sont les 35 autres? Tuées, massacrées, ridiculisées, interdites par l'Académie française. Dans un livre, j'ai lu que les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Dans un livre, j'ai lu comment Scott Fitzgerald a écrit le scénario parfait. Ça se passe du temps où il travaille à Hollywood, parce qu'il y a beaucoup de dollars à prendre. Tous les scénaristes n'ont qu'une idée en tête. Écrire le fameux scénario parfait dont on parle toujours mais qu'on ne lit jamais. Et bien sûr, en attendant, tout le monde se cuite chaque soir. Une nuit, Fitzgerald s'est réveillé en sursaut. Il a une intuition géniale. Il se lève, griffonne son idée sur un papier et retourne se coucher, impatient que le matin arrive pour se mettre au travail. Et le jour se lève. Fitzgerald sait qu'un fabulous day commence pour lui. Il attrape son papier. Boy meets girl. Un garçon rencontre une fille. C'est tout ce qu'il y avait décrit sur le papier. Alors Fitzgerald jure de moins boire avant d'aller dormir. Dans un livre, j'ai lu que l'acteur Jean-Yann n'avait aucune difficulté à choisir le scénario de ses films. Tu comprends? Je reçois un scénario qui commence comme ça. Le port de Dunkerque, sous la pluie, en hiver. Un homme famélique, en haillons, grelottant, avance sur le quai. Il fouille dans sa poche, trouve une pomme entamée, il la croque avidement. À l'autre bout de la table, j'ai un scénario qui commence comme ça. Les Caraïbes, une plage blanche sous les cocotiers.
un superbe quinquagénaire, costume de soie blanche, Panama, une main posée sur la poitrine d'une vainée, l'autre sur son verre de punch. Tu choisis de tourner quoi, toi? Dans un livre, j'ai lu que les producteurs de cinéma ne sont pas forcément les plus érudits. Un jour, Daniel Boulanger propose à un producteur d'adapter un roman de Balzac à l'écran. Ah non, ne parlez pas de Balzac. Non mais il n'a rien écrit de valable, à part le rouge et le noir, peut-être. Daniel Boulanger fait alors remarquer que le rouge et le noir, c'est Stendhal. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Son seul bon roman n'est pas de lui. Dans un livre, j'ai lu qu'une page blanche n'est rien d'autre qu'un extrait de la carte d'un océan. Du moins selon Lewis Carroll. Dans un livre, j'ai lu qu'à son arrivée en Amérique, Christophe Colomb a la rage de nommer les choses. Selon sa conception de la langue, celle-ci est un phénomène naturel. Il faut nommer les choses de manière à ce que le nom reflète sa nature profonde. Du coup, un cap couvert de végétation devient cap des palmiers. Et une île située par peu de fond, île des sables. Certains jours, les choses changent de nom au gré de l'humeur de Colomb. Le 6 décembre 1492, un port nommé Maria, à l'aube, devient Saint-Nicolas, au coucher du soleil. Après avoir tout nommé, tel Adam au jardin d'Éden, Colomb décide d'entrer en communication avec les sauvages. Selon lui, toutes les langues doivent remonter au latin, ou pire, à une langue étrangère déjà connue, comme le hongrois, par exemple. Monsieur Colomb persiste donc à entendre des mots familiers dans les propos des Indiens caraïbes. Et il leur reproche même de faire exprès de mal prononcer l'espagnol. Finalement, son problème, c'est qu'il croit à la prédestination de son nom. Colomb, le colonisateur. Dernièrement, on a eu droit à un autre cas de non prédestiné. Bill Gates, qui lance le système d'exploitation Windows. Monsieur Porte invente le système Fenêtre et devient milliardaire. On ne peut pas y croire, un truc pareil. Dans un livre, j'ai lu qu'il est parfois difficile de nommer les choses. Durant le siège de Sarajevo, un matin, les habitants lisent sur le mur de la poste « Ça, c'est la Serbie ». Le lendemain, quelqu'un a écrit à la place « Ça, c'est la Bosnie ». Et enfin, le troisième jour, un habile observateur a tout effacé pour écrire « Mais non, crétin, ça, c'est la poste ».
Dans un livre, j'ai lu un proverbe persan, selon lequel ce sont les histoires qui ont inventé les hommes, pour ne pas tomber dans l'oubli. Dans un livre, j'ai lu que du 9e au 12e siècle, l'extraordinaire expansion arabe a pour conséquence que des millions de personnes parlent une seule et même langue des steppes d'Asie centrale jusqu'aux Pyrénées, en passant par Le Caire et Bagdad. À l'époque, la science arabe atteint son apogée. Astronomie, anatomie, mathématiques, mécanique hydraulique, tous les domaines du savoir sont étudiés dans les universités. Ce réseau mondial est relié par un nouveau mode de transmission. Le papier, que les Arabes empruntent aux Chinois. Si bien qu'un professeur de Cordoue peut écrire à un confrère de Samarcande et recevoir en retour, une lettre, un livre ou une suggestion pour ses futures recherches. La mondialisation de la science inventée au XIIe siècle. Dans un livre, j'ai lu « Alors que les hommes naissent et meurent depuis 1 million d'années, ils n'écrivent que depuis 6000 ans. » Dans un livre, j'ai lu que la bibliothèque d'Alexandrie a été incendiée sur ordre du grand calife de Bagdad en 634. À son chef des armées qui lui demande ce qu'il faut faire de tout ce fatras de papier, le grand calife envoie cette réponse. Si le contenu des livres que tu m'as indiqués s'accorde avec la parole d'Allah, nous pouvons nous en passer, puisque dans ce cas, le livre d'Allah est plus que suffisant. Si au contraire, ils contiennent quelque chose qui diffère du livre d'Allah, nul besoin de les garder. Agis et détruis-les. Les livres sont alors distribués aux bains publics pour servir de combustible aux bains à vapeur. On dit qu'il a fallu 6 mois pour les brûler. Dans un livre qui n'existe pas, j'aimerais raconter l'histoire d'un amoureux des livres qui décide de sauver quelque chose de ce désastre. Il se rend au bain public chaque jour et discrètement maintient une fiole au-dessus des vapeurs d'eau qui montent du foyer. Son labeur lui permet de récolter 1 demi-litre. Authentique essence de littérature. Miraculeusement, la fiole traverse les siècles sans se briser. Elle voyage dans le bassin méditerranéen, puis à travers l'Europe. Elle est aujourd'hui en la possession d'un petit libraire arabe d'Amsterdam. Le roman est construit comme une sorte d'intrigue archéologique à la Dan Brown. 3 historiens concurrents ont découvert un document mentionnant les restes de la bibliothèque d'Alexandrie. Ils mènent l'enquête, prêts à tout, pour mettre la main sur quelques précieux rouleaux de la légendaire bibliothèque. Évidemment, ils ne peuvent pas se douter que tout ce qu'il en reste, c'est cette essence de littérature. Dans un livre, j'ai lu que les hordes mongoles pillent Bagdad en 1258. Après avoir jeté le contenu de ses 36 bibliothèques dans le Tigre, l'eau du fleuve est devenue noire d'encre. Dans un livre, j'ai lu qu'on peut avaler une formule magique, comme on avale un médicament. Le malade place sur la langue une pierre de jade, sur laquelle une formule magique est inscrite. Il laisse les mots se mélanger à la salive, qui coule dans l'estomac, et de là se répand dans le corps, en le guérissant. Dans les familles juives médiévales, l'apprentissage de la langue est très gourmand.
Le maître lit un texte inscrit sur une ardoise, puis il l'enduit de miel. L'élève lèche l'ardoise, assimilant du coup les mots sacrés. Dans un livre, j'ai lu qu'il existe un point commun entre le chameau, le chevreau, l'agneau, le veau, le cheval, l'antilope, la gazelle et le serpent. Leur peau s'est transformée un jour en une page de livre. Dans un livre, j'ai lu qu'au Xe siècle, le grand vizir de Perse, Abdul Qasim Ismail, avait une immense bibliothèque. Il aimait tellement ses livres qu'il ne pouvait s'en séparer, même lors d'un voyage dans le désert. Il chargea donc ses 117 000 livres sur le dos de 400 chameaux qu'il dressa à marcher en ordre alphabétique. Dans un livre qui n'existe pas, j'aimerais suivre cette caravane alphabétique. J'aimerais qu'on me raconte l'histoire du chameau Pamir, portant la lettre S. Comment il s'éloigna des autres et comment il se perdit dans le désert. Tous les savants, les poètes, les généraux, au nom commençant par la lettre S, se promenaient parmi les dunes de sable. Peut-être perdus à jamais. Et comment le grand vizir partit à la recherche de son précieux chameau, et toutes les aventures de Pamir qui s'ensuivirent. Dans un livre, j'ai lu qu'au Moyen-Âge, les moines copistes sont tellement hantés par la peur de commettre une faute durant leurs longues séances de travail qu'ils finissent par inventer une sorte de démon de l'erreur. Ditivilus! Ditivilus! Ce diablotin s'engouffre sous les pupitres pour leur souffler des erreurs ou les chatouiller pour qu'ils commettent des pataquès. Ah! Dans un livre, j'ai lu que les anciens de Mésopotamie pensent que les oiseaux sont sacrés parce que les traces de leurs pattes dans la boue ressemblent à des caractères cunéiformes. Ils s'imaginent même que s'ils parviennent à déchiffrer la confusion des signes, ils sauront ce que pensent les dieux. Dès les premières lueurs de l'aube, un merveilleux concert fuse de partout dans le grand silence du matin. Dans un livre, j'ai lu qu'à la fin du XIXe siècle, la Société américaine d'acclimatation décide d'introduire aux États-Unis toutes les espèces d'oiseaux mentionnées dans les pièces de Shakespeare. Ainsi, le Nouveau Monde sera plus instruit, estime-t-on. Malheureusement pour l'Amérique, William Shakespeare mentionne les tourneaux.
Lâché au milieu de New York, l'étourneau ne craint aucun prédateur dans ce ciel nouveau. Chaque année, les étourneaux se multiplient. Et au bout d'un siècle, ils sont 200 millions. Des chutes du Niagara au Texas et de New York à Los Angeles. Ils mangent les raisins, les cerises, les baies. Jusqu'à présent, les agriculteurs n'ont trouvé aucun moyen efficace pour combattre ce fléau. Avec Racine, il n'y aurait pas eu de catastrophe environnementale. Le vocabulaire des tragédies de Racine se chiffre à 1500 mots, tandis que celui de Shakespeare s'élève à 25 000 mots. Par exemple, Shakespeare nomme plus de 500 fleurs dans ses pièces, alors que Racine s'en tient au seul mot de fleurs. Dans un livre, j'ai lu différentes traductions de to be or not to be. On dirait que chaque traducteur tourne autour du pot, sans jamais trouver la bonne formule, qui de toute façon n'existe pas, puisque toute traduction est une trahison. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them, to die, to sleep, no more. Demeure, il faut choisir et passer à l'instant de la vie à la mort et de l'être au néant. Ô Dieu cruel s'il en est, éclairez mon courage. Faut-il vieillir, courbé sous la main qui m'outrage, supporter ou finir mon malheur et mon sort? Qui suis-je? Qui m'arrête? Et qu'est-ce que la mort? Voltaire, 1734. Je ne sais que résoudre, immobile et troublé, c'est rester trop longtemps de mon doute accablé. C'est trop souffrir la vie et le poids qui me tue. Oh, qu'offre donc la mort à mon âme abattue. Jean-François Ducy, 1769. Être ou n'être pas, voilà la question. Que faut-il admirer? La résignation, acceptant à genoux la fortune outrageuse, ou la force, luttant sur la mer orageuse et demandant le calme aux tempêtes? Mourir, dormir, rien de plus. Alexandre Dumas, 1847. Être ou ne pas être, c'est la question. Y a-t-il plus de grandeur, force, noblesse d'âme à subir la fronde? La fronde et les flèches de la fortune outrageante. 3F, très bon ça. Fronde, flèche, fortune. Ou bien à s'armer contre un lac, un étang, une flaque. Non. Une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte. Mourir, dormir, rien de plus. Allons manger. François Victor, fils de Hugo, 1859. Être ou n'être pas, c'est bien la question. Décider s'il est plus noble pour l'esprit de supporter les coups et les traits d'une fortune, ou de prendre les arbres entre un océan d'inquiétude, et d'accepter le combat pour en venir à bout. Jacques Copeau, 1915. Être ou ne pas être, mais c'est ça la question. Est-il plus noble de subir passivement les coups et les traits de l'outrageuse fortune, ou de prendre les armes contre un océan d'ennui pour en triompher par la lutte? Mourir, faire
faire la sieste. Et rien de plus couillon. Passez-moi le pastaga. Marcel Pagnol, 1950. Être ou n'être pas, c'est la question. Est-il plus noble pour une âme de souffrir les flèches, les coups d'une indigne fortune, ou de prendre les âmes contre une mer de troubles et de leur faire front et d'y mettre fin? Mourir, dormir, rien de plus. Yves Bonnefoy, 1950. Être ne pas être, la question est là. L'esprit est-il plus noble quand il souffre? Le foyer d'une fortune avilissante. Ou quand il s'arme contre une mer de troubles. Se dresser à mes femmes. Mourir, dormir, pas plus. André Markovitch, 1996. Dictylus. To be or not to be or not to be or not to be. Encore choisir encore. Choisir entre chair et poussière, entre bleu ciel et verte terre, pour rire du cœur, mourir du corps. Dans un livre, j'ai lu que selon Umberto Eco, le métier d'une bibliothèque, c'est de brûler. Mais dans un autre livre, j'ai lu que parfois les bibliothèques ne craignent pas les flammes. En Mésopotamie, les milliers de tablettes d'argile crue couvertes de caractères cunéiformes ont simplement cuit dans les incendies. Dans un livre, j'ai lu qu'un jour, Paul Masson, écrivain et ancien magistrat des colonies françaises, réalise que la Bibliothèque nationale à Paris est très peu pourvue en ouvrages latins et italiens du XVe siècle. Grand amateur de canulars, de mystification, Paul Masson décide de créer de toutes pièces une nouvelle liste d'ouvrages classés dans une nouvelle catégorie pour sauver l'honneur du catalogue. Un soir, Colette le surprend en train de remplir un paquet de fiches vierges. Qu'est-ce que vous faites? Chère Colette, j'inscris le titre d'œuvre extrêmement intéressante qui aurait dû être écrite et que notre bibliothèque aurait dû acheter. Mais puisque les livres n'existent pas. Ah non mais attendez, vous allez quand même pas me demander de les écrire en plus. Dans un livre, j'ai lu que selon les bibliothécaires de l'UNESCO, un livre est une publication imprimée non périodique d'au moins 49 pages, couverture non comprise. L'homme qui plantait des arbres de Giono n'a que 34 pages. Et n'est donc pas un livre. Je le garderai quand même dans ma bibliothèque jusqu'à la fin de mes jours. Dans un livre, j'ai lu que Jean Tardieu regrettait qu'il n'y ait pas un seul verbe pour signifier l'acte qui consiste à boire un verre de vin blanc en compagnie d'un camarade bourguignon au café des Deux Magots, un soir de pluie vers 18h, en parlant de la non-signification du monde, sachant que vous venez de rencontrer votre ancien prof de chimie et qu'à côté de vous, une jeune fille dit à sa voisine « Je l'en fais voir de toutes les couleurs ». Dans un livre, j'ai lu qu'il existe un point commun entre Stefan Zweig, Tristan Tzara, Lénine, Thomas Mann, Albert Einstein, Bertolt Brecht et James Joyce. Ils ont tous fréquenté le café Odéon à Zurich.
Dans un livre qui n'existe pas, j'aimerais raconter la folle nuit durant laquelle le chef de la révolution bolchevique se tape une bière en compagnie d'un dadaïste, tandis qu'un philosophe, accoudé au bar, griffonne. Et si je devenais physicien et que j'écrivais E égale mc carré? Albert, eine Stange! Bonsoir et bienvenue sur Espace 2. Ce soir, nous avons planté notre quartier général à Saint-Germain-des-Prés. Le plaisir de recevoir Christiane Rochefort. Alors, Christiane, première question. Pensiez-vous un jour devenir écrivain? Comment, étant une fille, aurais-je seulement pu imaginer devenir quelque chose qui n'a pas de féminin? Écrivain, écrivaine? Non. Oh, et puis tiens, je serais une écrevisse. Dans un livre, j'ai vu que lorsque l'écrevisse anglaise, Iris Murdoch, termine un gros roman, mettons 600 pages, elle écrit le mot fin, se fait une tasse de thé, descend au jardin, coupe une rose, et retourne à sa table de travail commencer le roman suivant. Dans un livre, j'ai lu que les écrivains ont rarement l'audace et le culot littéraire d'un Graham Greene. À son éditeur américain, lui suggérant de peut-être changer le titre de son prochain roman, « Voyage avec ma tante ». Graham Greene répond par un télégramme. Plus facile changer éditeur que changer titre. Stop. Dans un livre, j'ai lu qu'un jour, Balzac, exaspéré par le succès littéraire d'Alexandre Dumas, s'est écrié « Vous n'allez tout de même pas me comparer à ce nègre ?» Alors que Zola a dit de Dumas, on lui a fait dans la littérature contemporaine une place mensongère, où il ne tient que par le gonflement de toute sa personne. Dumas, à la fameuse question « Qui voudriez-vous être si vous n'étiez pas vous ?» a répondu « Hugo !» Mais Hugo, pense d'abord à Hugo. Vous savez que s'était inventé une devise. Ego Hugo. Non, décidément, on n'est jamais aussi bien glorifié que par soi-même. Dans un livre, j'ai lu une observation de Jean d'Ormesson. Quand deux banquiers se rencontrent, ils parlent littérature. Mais quand deux écrivains se rencontrent, ils parlent chiffre de vente. Alors, pour les banquiers, j'en sais rien, mais pour les écrivains, je confirme. Dans un livre, j'ai lu qu'on peut danser sur un prix Nobel de littérature. En 1978, le groupe britannique The Cure résume en quelques strophes L'étranger de Camus, publié 40 ans plus tôt. La chanson s'intitule Killing an Arab. Tu connais Albert Camus? Qu'est-ce que tu dis? Tu connais la philosophie de l'absurde? Quoi? C'est vraiment absurde. Dans un livre, j'ai lu que durant les 900 jours du siège de Leningrad par les troupes nazies, la bibliothèque centrale est restée ouverte. Les gens mouraient de faim, de froid, dans des rues bombardées chaque jour.
mais ils lisaient. Dans un livre, j'ai lu qu'à notre époque, les romans invendus sont rarement conservés dans des dépôts. Ils sont généralement pilonnés, expédiés à la déchetterie, et transformés en carton à pizza. La prochaine fois, vous déballerez votre margarita livrée à domicile. Souvenez-vous qu'il s'agit peut-être d'un roman sur lequel son auteur a sué pendant 2 ans, mais qui ne s'est vendu qu'à 102 exemplaires. Par contre, il existe un livre publié chaque année à 160 millions d'exemplaires, plus que tous les Corans, les Bibles et les Harry Potter réunis. Quel est cet ouvrage ? Dans un livre, j'ai lu qu'en 1999, après d'âpres discussions, les députés suisses choisissent de garder le préambule à la Constitution helvétique, au nom de Dieu Tout-Puissant. Après tout, rappeler les origines chrétiennes du pays, pourquoi pas. L'affaire se complique en 2009. Une majorité de citoyens accepte l'initiative de l'extrême droite interdisant la construction de minarets. Si bien que la Suisse est le seul pays occidental dont la Constitution comporte cette phrase. Au nom de Dieu Tout-Puissant, la construction de minarets est interdite. Dans un livre, j'ai lu qu'une communauté, regroupant déjà plus de 5000 fidèles, pense que Google est la forme humaine la plus proche d'un vrai Dieu qu'on ait jamais vu. Pour ces Googliques, le moteur de recherche possède tous les attributs qu'on attend d'une divinité. Il est omniscient, il est omniprésent, il répond aux prières, il est immortel, il est infini puisqu'il grandit à chaque seconde et il n'oublie rien. Dans un livre, j'ai lu que contrairement à ce que pensent la plupart des gens, il existe bien un texte sur Jésus écrit de son vivant. Alors, bien sûr, c'est ni un évangile, ni le récit de ses miracles. C'est la pancarte clouée sur la croix du Christ et sur laquelle on pouvait lire « Celui-là est le roi des Juifs ». Représenter Dieu, un livre à la main, est une véritable révolution. Chez les Grecs et les Romains, les dieux ne s'occupent pas de littérature. Ils ont bien mieux à faire. Quand la religion chrétienne impose cette nouvelle image de la divinité, d'abord les athées ont ricané, puis se sont convertis. Et enfin, ils ont lu la Bible. Peut-être que certains d'ailleurs ont trop lu la Bible. Selon une étude d'opinion commanditée par CNN et Time Magazine, en 2002, un Américain sur quatre est convaincu que les attentats du 11 septembre étaient annoncés dans les Écritures. Un Américain sur 4, ça fait quand même 80 millions de débiles, non?
Dans un livre, j'ai lu que le français est une des rares langues à utiliser un autre mot que computer pour désigner ces machines miraculeuses dotées d'un clavier et d'un écran. En 1955, le professeur Jacques Perret est mandaté par la compagnie IBM France pour trouver un nouveau mot à ce nouvel objet. Le professeur Perret de la faculté de philologie de la Sorbonne plonge dans ses dictionnaires de théologie. Au bout d'un mois, il en revient avec un mot qui l'amuse beaucoup. Ordinateur, c'est-à-dire Dieu qui met de l'ordre dans l'univers. Oui, en français, l'ordinateur est d'essence divine. Dans un livre, j'ai lu qu'en 1702, un jeune escroc français décide de se faire passer pour un Japonais. Natif de l'île de Formose, aujourd'hui Taïwan. Il prend le nom de Psalmanazar, apprend l'anglais et s'installe à Londres. Là, le succès est phénoménal. Psalmanazar invente un calendrier. Mais ce n'est pas tout. Psalmanazar invente une langue avec un nouvel alphabet. Il loue un appartement sur Regent Street et donne des cours de formosant. Lord Ashley, votre cours, aujourd'hui, 17h. Lady Griffin, vous pensez à me régler la note pour le cours du mois passé? Merci. Psalmanazar traduit le catéchisme anglican en formosant, la langue qu'il a inventée et dont il est le seul locuteur. L'ouvrage est conservé par l'évêque de Londres en personne. Psalmanazar publie alors une brève description historique et géographique de l'île de Formose, parfaitement fictive, comportant des cartes et des gravures sur lesquelles on peut voir les villages flottants des Formosans, leurs costumes et leurs bateaux aux formes extraordinaires. L'ouvrage est aussitôt traduit en allemand et en français. Psalmanazar fait rêver toute l'Europe. Eh bien, ce soir, mes bien chers frères, nous allons lire le Notre Père traduit en formosan par Georges Psalmanazar. Voici quelques exemplaires. Partagez-le. Vous avez droit à la bonne parole. Soyez heureux. Tout le monde en a un, au fond peut-être? Non, on n'a pas. Oui, je comprends, c'est important. Bien, vous pouvez, ceux qui l'ont déjà peuvent commencer à lire les paroles. Voici du formosan. Qui veut commencer? Monsieur, peut-être? Non, peut-être pas. Vous, monsieur? Est-ce que vous voulez que je commence? Oui, notre Père. Amico ogno dam, cum ogno vici, Ah, Graiore, c'est très difficile. Sai Lori, Ei Fodere, Sai Bagalin, tous avec moi. Yorke Sai Domnio Napo, Cinornio, Kai Cin Badien, Ami Kadazar, Nakachon, Toyant Nadai. Ah, il y a des formosans. Kai Radonier, Antamni Solcini. Amen.
Et pour finir, mes 3 histoires préférées, qui sont 4, comme les 3 mousquetaires. Dans un livre, j'ai lu l'histoire de ce roi de Perse qui décide d'encourager Aristagoras de Milet à se rebeller contre le roi de Perse. Pour le lui dire, il fait raser la tête de son messager, il inscrit le message sur le crâne et il attend 3 mois pour que les cheveux repoussent. Enfin, il envoie de toute urgence chez Aristagoras. En 2000 ans, l'urgence a fait beaucoup de progrès. 1000 millions de mille sabords. Dans un livre, j'ai lu que des bougres de gamins, à la sortie du secret de la licorne, étaient déçus comme des bachibouzouks. Ouais, ben, le capitaine Haddock, il n'a pas la même voix que dans le livre. Dans un livre, j'ai lu que des spécialistes de l'énergie atomique se demandent, le plus sérieusement du monde, comment prévenir les générations futures de l'existence de sites radioactifs où sont enterrés nos déchets toxiques. Quel pictogramme, quel texte sera encore compréhensible dans 5000 ans, dans 10 000 ans, dans 20 000 ans? Finalement, la solution la plus fiable semble être le recours à la parole. Lancer des légendes et les laisser se perpétuer de génération en génération. On commence ce soir. Je vous informe que le site de la Marna en Haute-Savoie est pollué à la radioactivité. La Marna est à 49 km de QI à vol d'oiseau. Ce soir, dites-le à vos enfants et assurez-vous qu'un jour ils le diront à leurs enfants. Et enfin, j'ai lu dans un livre que parfois les écrivains ont de grandes pensées au moment de tirer leur révérence. Au hasard, je choisis celle de Victor Hugo, plus modeste que jamais. Allons, il est bien temps que je désemplisse le monde.